Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est le grand bilan de cette année 2025, mais on va revenir également sur la belle victoire de l'UBB face à Toulon, 46-7 avec Mathieu Dalzo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité ce soir, il s'agit du président de l'Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marty. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour faire le grand bilan, mais aussi on va parler du championnat. Avant tout, comment vous sentez au lendemain de cette belle victoire face à Toulon ? Fatigué. Heureux mais fatigué. C'est la fin de l'année. On sent qu'il va falloir quelques petits jours de vacances. Non, mais très heureux parce que ça a été un match fabuleux, dans une ambiance fantastique, un feu d'artifice incroyable. Ça, c'est pour la plaisanterie. C'est le seul truc qu'on a loupé dans la soirée. Mais ouais, très heureux de ce match, mais l'année n'est pas finie. On a clairement encore. Oui, c'est ça. Il y a alors Boxing Day, bien sûr, la semaine prochaine. Et comme vous le voyez, on a pas mal de petits cadeaux à vous offrir tout le long de cette soirée. En commençant, bien sûr, par vous faire gagner ce ballon de l'Union Bordeaux-Bègles. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de TV7 pour remporter. Vous le voyez, il y aura pas mal de choses. Un maillot, un livre également sur l'histoire d'une folle reconquête de l'UBB. On vous fait gagner tout ça tout le long de cette soirée. Mathieu, justement, c'était soirée de fête hier avec beaucoup d'essais. C'est le résumé de la rencontre. C'est soirée de fête, vous avez été rassuré assez rapidement, parce qu'on va quand même se rappeler que l'Union Bordeaux-Bègles restait sur 2 défaites en top 14. Ce match-là contre Toulon, il était très attendu et votre équipe a su vous rassurer très vite, on va le voir, dès la 3e minute, il y a un premier essai. Donc quand on est en tribune, j'imagine que tout de suite on se dit, on respire mieux. Je vais vous faire une confidence, parce que ça arrive très très rarement dans l'année, mais il y a des moments où on sent que le match va être pour vous, pour votre équipe, et je le sentais un peu avant le match. Je me dis, bon... Toulon a fait 2 grands matchs de Coupe d'Europe, ils avaient quelques absents, ils venaient à Bordeaux, je sentais qu'on allait gagner. Voilà. Bonne intuition parce qu'effectivement il n'y a pas eu vraiment de suspense. On va voir que l'Union Bordeaux-Bègles va mener assez rapidement 27-0 au bout de 40 minutes avec une partition quasi parfaite. Cette première mi-temps, on va faire la moue, mais de tous les spécialistes quand même, cette première mi-temps elle est quasiment parfaite. Partager cet avis-là ? Oui, il y a tout, il y a la conquête, il y a la défense, le travail dans les rucks, des garçons qui courent partout, parce que travailler en rugby c'est aussi faire des efforts parfois qu'on ne voit pas toujours, mais qui font que ça provoque les fautes de l'adversaire, ou qu'on est en situation de marquer. Et puis je voulais quand même dire un mot sur Mathieu Jalibert, parce que il est quand même assez stratosphérique en ce moment, et j'espère qu'il en trouvera la reconnaissance sur le plan international. Il vous étonne encore ? Mathieu Jalibert, le niveau qu'il a aujourd'hui, là, oui. Oui. C'est vrai qu'il a atteint un niveau quand même qu'on ne lui avait jamais connu. Oui. Il marche sur l'eau. On l'a vu avec le coup de pied rasant pour Louis, mais il y a un 50-22 monstrueux auparavant. Il vous étonne encore. Oui, parce que sa vitesse, sa vista, ses exploits techniques, on les connaît depuis quasiment ses débuts, même s'il a eu un petit passage à vide. Mais là où il est encore plus impressionnant maintenant, c'est que c'est devenu... un monstre physique, un boucher, je lui dis souvent. Il va au contact. Il file en défense, il rate des ballons, il nettoie dans les rucks. Enfin, il est franchement étonnant. Laurent, peut-être que vous n'avez pas été inquiet sur ce match-là, parce qu'il y avait quand même des signaux importants auparavant avec la Coupe d'Europe. On a quand même l'impression que la Coupe d'Europe, votre Coupe d'Europe, puisqu'on est champion d'Europe en titre, a été comme un déclic quand même pour le groupe, la victoire aux Bulls. Il y a un avant et un après les Bulls pour vous. Oui. Il y a eu 3 phases. Il y a eu le départ raté, puis après on a commencé à se redresser, faire des bons matchs, et puis il y a les matchs de Champions Cup. Là, on a senti tout le club se mobiliser. On était tous dans un état d'esprit particulier, parce que c'est une compétition dont on est tombé amoureux. On l'a gagnée, on n'a pas envie de voir d'autres lever cette coupe. Et donc, le match à Montpellier était On a vu les prémices du combat qu'on était prêt à mener aux Bulls, et je ne vous cache pas que je n'étais pas en Afrique du Sud, mais j'étais devant ma télé, et c'est mon meilleur souvenir de cette première partie de saison, cette victoire aux Bulls, dans ce contexte très difficile. On s'est rendu 3 fois en 4 années en Afrique du Sud. Eux avaient mis leur Springboks. Oui. La première ligne qui rentre, c'est quasiment la première ligne des Springboks. Donc les joueurs ont été magnifiques sur ce match. Gagner là-bas avec le bonus offensif, ça m'a rendu fou de joie. On revient sur le match de Toulon, vous avez raison de souligner, et on le voit d'ailleurs à l'écran, le travail des avants. Vous le dites souvent ici, pour aussi bien avoir une belle ligne de 3/4. On prend souvent l'image du Stade Toulousain et de tous ses titres. Ça commence d'abord devant, et là, l'UBB sur ces dernières journées répond présent devant. Oui, on a
On a un paquet d'avant qui s'affirment, des joueurs qui confirment, d'autres qui se révèlent complètement. Je pense à Thémo Mathieu, sachant qu'on a aussi Marco Gazzotti, Pierre Beauchâteau. On a des jeunes troisième ligne de grande qualité. Je trouve Mathis Perchaud en net progrès. Jefferson Poirot fait une saison assez incroyable. C'est une vraie seconde jeunesse. Ouais, on a vraiment un paquet d'avant qui fait de belles performances en ce moment. Et on voit effectivement l'une des dernières actions de cette rencontre avec un festival d'essais. On n'avait jamais trop douté. C'est vrai qu'en début de seconde période, les Toulonnais sont montrés un petit peu dangereux. Mais on était quand même sur un match contre le 3e du championnat. Donc c'était un match référence, un match qui peut être une bascule pour le l'UBB en top 14. Oui, il faut faire attention parce qu'on a vu en top 14, particulièrement cette saison, que dès qu'on relâche un petit peu à l'extérieur, on en prend 40 ou 50. On y est passé aussi. Et tous les clubs quasiment y sont passés. Tous, oui, en effet, tous. Donc voilà, on reste calme, on reste humble. C'est bien d'avoir battu le Grand Toulon par ce score-là. Mais on l'avait déjà fait en 2013, 41-0. On ne s'était pas qualifié pour autant en fin de saison. Donc, c'est dans le livre, justement. Voilà. On en parlera. Victoire donc 46-7 pour ce dernier match à Chabandelmas de l'année 2025. On va regarder les résultats de cette journée de top 14 avec un 20 partout dans le derby entre le Stade Français Paris et le Racing. Les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, victoire de La Rochelle face à Bayonne, victoire de Pau face à Montauban. Toulouse a battu le rugby, donc l'UBB qui bat le RC Toulon au classement. Ça a bougé encore les lignes, Mathieu. Pau qui est leader avec 42 points, l'UBB 3e 34 points, La Rochelle est 7e et Bayonne est 8e. Bon, dernier c'est Perpignan qui a gagné son premier match cette saison. Vous voyez la prochaine journée car on enchaîne avec le Boxing Day. Un déplacement du côté de Clermont, Bayonne recevra le Stade Français Paris, Pau recevra Montpellier, La Rochelle ira du côté de Toulouse. Laurent, l'UBB occupe donc la 3e place avant ce déplacement à Clermont. Quel regard vous portez sur ce début de saison ? Plutôt positif, même s'il y a eu des à-coups pas souhaitables par moment, un mauvais début de saison, l'accident contre Pau, même si contre Pau, franchement, je pense qu'on méritait quand même la victoire sur la fin du match. Mais enfin, Pau est une très belle équipe qui confirme, qui fait une très belle saison, qui travaille très bien avec beaucoup de jeunes joueurs de qualité. On sent que c'est un club qui va compter, là, dans un futur proche. Voilà, il y a aussi eu de belles performances. En fait, tout va dépendre du match à Clermont-Ferrand, mais je crois comprendre qu'on ne va pas pouvoir le préparer comme il faut et y aller avec toutes nos forces. C'est dommage, parce que là-bas, c'est quand même très très dur. À Clermont, ils ont un peu le couteau sous la gorge. Donc je m'attends à une très très forte réaction de leur équipe. Donc en perdant à Clermont, si c'est ce qui doit se passer, on ne sera pas peut-être classé comme on le voudrait à la fin de cette année 2025, mais on sera dans les clous. Oui. Est-ce que si on prend un peu de hauteur sur ce début de saison, on voit que le match à Perpignan, la victoire à Perpignan, elle était importante quand même, oui. Parce que tout le monde ne gagnera peut-être pas à Perpignan aujourd'hui. Non, tout le monde n'y gagnera pas, elle était importante. Le contraire nous aurait mis en grande difficulté. Donc là aussi, ça avait été une belle performance de l'équipe. Sur la moitié parce qu'on arrive donc à la moitié du championnat, déjà, en dehors de l'Union Bordeaux-Bègles, sur le top 14 d'une manière générale, quel regard vous tirez sur ce début de saison? Ça reste quand même très, très serré, avec Pau qui est en haut. Bon, il y a 2 équipes décrochées, ça c'est quand même une petite nouveauté aussi. Ouais. On assiste à une sorte de top 12 cette année. Mais pour autant, comme vous l'avez dit, tout le monde ne gagnera pas à Perpignan et tout le monde ne gagnera pas à Montauban. Certains y ont déjà perdu. Il est de plus en plus dense. Chaque année, on le dit, mais c'est chaque année un peu plus vrai. Terriblement dense, avec des gens qui travaillent très très bien et qui fait que ça fait certainement le top 14 est certainement le championnat le plus disputé au monde. Et justement, vous avez parlé de Clermont, ce sera votre prochain match, on va ouvrir cette page. C'est vrai, vous l'avez dit, au Michelin, c'est toujours très indécis les rencontres face à vous. Il y a eu un match nul, une victoire à la 80e minute, on se rappelle d'un essai de Nathaniel Huleux par exemple. C'est vrai qu'on est passé sur tous les états. C'est compliqué de s'imposer au Michelin. C'est un grand club, un grand stade. Ce sont des supporters assez incroyables. Moi, personnellement, ça fait partie des stades où j'adore aller, parce qu'on se sent dans une véritable ambiance rugby. Et puis c'est une équipe qui est très costaud devant, donc un bon match d'hiver de top 14. L'UBB qui doit gagner maintenant à l'extérieur, voilà, il faut affirmer parce qu'on est sur une bonne série, 3 victoires consécutives avec la Coupe d'Europe aussi. Ce match-là, il est très important, il faut maintenant que l'UBB montre un autre visage à l'extérieur. Oui, c'est ce que je voulais dire un petit peu tout à l'heure. On gagne à Clermont, on clôture la saison, l'année 2025 et la première partie de saison magnifiquement. On y perd, on va se retrouver peut-être à nouveau 6e, 7e ou 8e.
C'est là le charme de ce top 14, c'est qu'on peut vite basculer d'un tableau à l'autre. C'est le charme top 14, mais enfin les Clermontois sont quand même pas en grande forme non plus. Actuellement, ils sont sur une mauvaise série, mais on fait confiance au staff là-bas pour motiver les troupes. L'année 2025, Laurent, si on remonte pareil, si on prend là aussi l'ensemble de l'année, il y a évidemment ce premier titre. Quelle est la première image qui vous revient sur l'année 2025 ? On imagine que c'est la Coupe d'Europe. Ouais, c'est la Coupe d'Europe. C'est pour la vie, ça. C'est la Coupe d'Europe, c'est la fin du match et c'est le retour à Bordeaux, cours de l'intendance, quand on découvre cette foule incroyable. Laurent, ça fait des années que vous préparez vous rêviez d'un titre. Est-ce que cette émotion-là, elle se prépare, elle s'anticipe ? Non. On la rêve, on l'espère, mais on ne sait jamais exactement ce qu'on va ressentir. C'était vraiment très très fort. Vraiment très très fort. Il y a un an, vous m'auriez dit, Laurent, à la fin de la saison, vous allez soulever un trophée. Je serais parti faire la fête directement. Justement. Mais non, vraiment, c'est des chouettes émotions. Justement, on est en train de diffuser quelques images de cette fête. On a vu quelques images notamment du côté de Cardiff. Racontez-nous cette petite histoire à Cardiff que vous pouvez retrouver dans le livre notamment, qu'on peut vous faire gagner, où vous êtes perdu un petit peu dans les couloirs du stade de Cardiff. C'est un peu les coulisses. Oui, j'avais repéré pendant la mise en place. Je sais que parfois les stades sont très compliqués pour atteindre la pelouse ou les vestiaires. Donc tout s'est bien passé avant le match, tout s'est bien passé à la mi-temps. Et à la fin du match, enfin 2 ou 3 minutes de la fin du match, je décide d'aller partager un petit moment avec ma compagne, ma famille, mes filles, parce que c'est des beaux moments, donc je vais m'asseoir un petit peu à côté d'eux. Et là, avec mon frère, on décide de descendre sur le terrain, mais je ne prends pas la même porte. Et là, on se perd dans les couloirs de Cardiff. Et là, on court partout, c'est l'horreur. Je me dis, je vais quand même pas louper le coup de sifflet final. J'ai juste souvenir qu'à un moment donné, il y a un mec qui m'empêche de passer. Mais bon, il n'y est pas arrivé, parce que là, voilà, c'est couru très vite. C'est les coulisses, c'est vrai qu'on a vu ce qui se passait sur le terrain, mais vous avez tous les coulisses, bien sûr. Dans ce livre qu'on vous fait gagner également aux éditions Sud-Ouest, coécrit par Arnaud David, Nicolas Le Gardien, Yoann Lézorès et Fabien Pont, avec une riche interview que vous avez pu déclarer dans ce livre. N'oubliez pas, allez sur les réseaux sociaux du club de TV7. Pardon. Merci au groupe Sud-Ouest d'avoir fait ce livre. C'est un chouette hommage et il est très bien fait. Voilà, ça retrace 20 ans d'histoire, parce qu'en 2026, l'UBB fêtera ses 20 ans. Vous avez quoi comme regard sur la croissance de ce club ? Je la connais bien. Et ça, c'est exceptionnel quand même, il faut le rappeler, dans le rugby français. Oui, parce que, vous savez, c'était un objectif, une obsession et une crainte de ne jamais gagner un trophée majeur. Et je me disais que pour autant, ça pouvait arriver, parce qu'on le voit bien, combien c'est difficile d'arriver à gagner un trophée. La Champions Cup, elle est de plus en plus bataillée, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'équipes qui peuvent la gagner. Le top 14, je n'en parle même pas. Quel avenir ? Alors, on ne va pas se projeter à 20 ans, mais dans 10 ans, l'UBB, vous savez toujours, on sait que vous l'avez déjà dit sur ce plateau aussi, que vous réfléchissez aussi à votre avenir pour que le club aussi puisse continuer à exister. Vous en êtes de cette réflexion-là aussi Mais à moyen terme, peut-être. Si dans 10 ans, on n'a pas gagné au moins notre titre majeur, alors ce ne sera pas un échec, parce qu'on a gagné un, mais on n'aura pas fait du bon boulot. Alors, est-ce que ce sera avec moi ou pas avec moi ? Pour l'instant, moi, j'ai toujours envie de continuer. Mais on ne peut pas rester sur un seul titre. Ça, c'est une certitude. La passion est intacte, en tout cas. J'ai l'impression qu'avec le Coupe d'Europe, justement, vous avez reparti pour 20 ans, là, alors. Ça booste bien. Allez, on va faire une page de publicité. On revient juste après pour continuer à parler de pas mal d'actualités autour du rugby, toujours avec notre invité Laurent Marty, le président de l'UBB. À tout de suite. Nous sommes de retour sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby, comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'UBB, toujours en compagnie de Mathieu Dalzovo et de notre invité Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles. On le disait, c'est Noël avant l'heure, on fait gagner pas mal de petites choses dans cette émission. Et là, pour le troisième cadeau, c'est bien sûr le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles avec la petite étoile qui avec l'étoile. Elle est magnifique, cette étoile. Voilà. Vous partez sur les réseaux sociaux de TV7 pour essayer de remporter donc le ballon, le maillot ou le livre. Voilà, pas mal de cadeaux sous le
sapin. Justement, pas mal de cadeaux sous le sapin. C'est vrai qu'on aime bien vous avoir, Laurent Marty, pour parler de mercato, bien sûr, recrutement. Est-ce que le recrutement 2026-2027 est clos pour vous, ou il y a encore des petites pistes à chercher? Le problème, c'est, excusez-moi de toujours en parler, mais c'est le salary cap. Voilà. Donc, la Ligue, les présidents de Top 14 sont en train de voter une hausse du salary cap. On doit maintenant juger si elle aura lieu dès 26-27 ou à partir de 27-28, et une baisse très progressive des crédits internationaux, puisque ça portera effet réellement qu'en 2031 pour la baisse des crédits internationaux. Donc vous voyez, il y a le temps. Voilà. Donc on jongle avec ça, on racle tous les fonds de tiroir. On sait aussi qu'on a beaucoup de jeunes joueurs de qualité, surtout devant, donc à maturité plus tardive. Si on les prête, on peut aussi se libérer. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir ou conserver au moins un 3/4 de plus, parce qu'on a bien vu qu'il le fallait. Mais enfin, il n'y aura pas de miracle, quoi. Sur les profils techniques de poste, c'était plutôt des avants que vous recherchiez aussi Oui. Et là-dessus, tout est finalisé déjà, ou à moins que le salary cap change, mais enfin... Non, là, Pour tout est finalisé. Après, regardez, on l'a eu l'année dernière avec Mamad Diaby, qui, en toute fin de saison, a demandé à partir. Il peut toujours se passer des choses, mais on est dépendant de la liste Premium Équipe de France. Elle est sortie, donc on a une visibilité. Mais on sait que pendant le tournoi, si vous avez un joueur qui fait 2 fois la feuille de match des 28, hop, il devient éligible. Même s'il n'est pas dans la liste Premium, c'est un peu le rattrapage de cette liste. Tout ça, ce sont des inconnus. Voilà. Donc on va vivre avec ces informations, et puis au fur et à mesure des prêts, de peut-être une bonne nouvelle sur le prochain tournoi Destination, on pourra peut-être libérer un peu de masse pour compléter nos lignes. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt derrière qu'on aimerait pouvoir au moins garder un mec, un joueur. Justement, vous avez prolongé Romain Buros ou encore Pablo Huberti. Il y a le dossier Rayassi. Est-ce que c'est dans les clous? Ouais, c'est celui-là? Je pensais à celui-là, voilà. Aujourd'hui, on a besoin de Salessi. Le staff souhaite le conserver, le joueur veut rester, mais c'est difficile. Donc c'est le dossier sur lequel on travaille. L'un des dossiers qui a agité aussi le monde du recrutement et des supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est l'arrivée de Willis. Le retour même plutôt au club de l'anglais Willis. Ça représente un gros investissement, on l'imagine évidemment pour le club. C'est un joueur de classe mondiale, c'est le type de joueur qui vous manquait justement pour aller chercher cette dernière petite marche peut-être pour aller accrocher nos amis toulousains, par exemple. Je ne confirme jamais un transfert tant qu'on n'est pas dans la période officielle des mutations. En général, on attend même la fin de la saison par respect pour le club d'où il vient. Alors partons du principe que Tom Willis... Imaginons joueur de top mondial... Le club des Saracens a communiqué qu'il ne le conservait pas. Ouais. Voilà. Il est sur le marché a priori. Oui, d'accord. Et il aime bien Bordeaux. Voilà. Bon, non mais il est évident que ça serait une recrue exceptionnelle. Il était titulaire avec l'équipe d'Angleterre. On connaît ce joueur très bien. Il a encore... Je crois qu'il a encore progressé. Et si on devait le recruter, ne croyez pas qu'on a tant cassé la tirelire que ça, parce qu'on n'aurait pas pu. Voilà. Alors, s'il était amené à revenir à Bordeaux, parce que ça serait un retour, il a passé une saison ici, après celui de Cameron Rookie l'année dernière, ça montrerait quand même, et ça c'est assez rare dans le rugby français, même international, que les joueurs reviennent dans des clubs où ils sont déjà passés. C'est un signe fort quand même qui montre l'attractivité du club. Et l'état d'esprit qui y règne aussi, ce Cameron Rookie, c'est lui qui a fait la démarche de revenir aussi. Oui, c'est vrai qu'il a fait la démarche. Ben oui, écoutez, j'espère que... On fait tout pour avoir un club sain et performant en même temps. Je crois qu'on y arrive à peu près. Et l'arrivée de Yannick a fait beaucoup de bien. Donc ça donne envie aux joueurs de revenir. Un mot sur la situation économique du club 2025. Taux record d'abonnement, stade plein, 24e guichet fermé de suite. C'est quoi la situation aujourd'hui? Elle est encore très bonne, puisqu'elle est positive. On lance la construction, avec l'aide de la métropole, de l'agrandissement du CEVA Campus et un terrain synthétique avec l'aide de la métropole et de la mairie de Bègles. Donc on continue d'investir dans nos infrastructures. À Chaban, on fait tout ce qu'on peut, mais on est contraint. Et on sait aussi que ça peut se retourner. Mais bon, pour l'instant,
c'est positif et on est ravis. Dans cette course économique, c'est une course économique évidemment entre les cadres du top 14. Vous l'avez dit, au niveau des abonnés, on est à la jauge maximale. Le stade est plein, on est sur un 24e guichet fermé, je crois, d'affilée. Où trouver des nouvelles recettes aujourd'hui? Dans les entreprises, non, ça devient très difficile. vous activez tous les leviers déjà? Ouais, non, on n'a jamais activé tous les leviers en business, mais ça devient très difficile. Donc, on va réfléchir pour voir comment on peut faire. Mais en même temps, on veut aussi rester dans certaines zones de prix. Donc, alors il y a les matchs au grand stade, au stade Atlantique, qui quand même, lorsqu'ils sont remplis, nous permettent de générer des bénéfices supplémentaires. On en a fait 2 cette année, on va certainement travailler pour 3 l'année prochaine, mais ça s'arrêtera là. C'est ce qui était le cas il y a une certaine époque, vous faisiez 3 matchs. C'est contractuel. Mais là, on avait perdu beaucoup d'argent. Et c'était contractuel aussi. C'était contractuel. Rappelons-le. C'était un peu emballé. Un mot également, car il y avait l'Assemblée générale de la Ligue nationale de rugby la semaine dernière. Le président Yann Roubert a été élu, on rappelle, en mars 2025. Président salarié, c'est une première pour la Ligue. C'est légitime pour vous? Oui, parce que on peut en débattre longtemps, mais le constat que nous avons fait, alors tout le monde n'était pas d'accord avec ça, mais si on ne salarie pas un président, eh bien, qui peut être président de la Ligue? Un retraité ou quelqu'un de très riche. Donc, bon, ça a limité peut-être les candidatures. Il faut juste veiller à ce que le président salarié soit dans un certain état d'esprit, parce que on a un directeur général à la Ligue qui s'appelle Emmanuel Échalier, qui est d'une compétence rare. Il est extrêmement compétent, extrêmement brillant. Il a un travail considérable avec quelques-uns d'autres des cadres de la Ligue. Et pour moi, il n'est pas question qu'un président salarié ne soit pas dans cet esprit de dire « je suis président salarié, mais je m'appuie beaucoup sur Emmanuel Échalier ». Est-ce que ce poste, un jour, ça pourrait vous intéresser ou pas du tout? Non. Vous n'avez même pas la question. Et jamais. Non, Vous avez des idées pour le rugby? Mais il ne faut jamais dire jamais. Ce sport. Mais je vais vous faire une confidence. C'était avant l'élection de René Bouscatel. Les présidents m'ont poussé très très fort pour y aller, mais vraiment très très fort. Ils m'ont même tendu un guet-apens. C'est mon ami Jackie Lorenzetti qui avait organisé une réunion dans un de ses châteaux bordelais. Et quand je suis arrivé, à l'époque, il y avait 12, parce qu'il y en avait 2 qui étaient moins en odeur de sainteté. Ils m'ont tous demandé de vraiment y aller. Et au bout d'un moment, je leur dis « Ok, mais vous me laissez gagner le top 14, et alors là, je veux bien. » Donc ça s'est arrêté là. Non, mais c'était un grand honneur que de les voir penser que je pouvais être l'homme de la situation. Mais c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, je pense. Voilà. Ou je ne suis pas fait pour le poste, plutôt. Un dernier mot avec vous, Laurent Marty, avant de conclure. Il y a le dossier Thibaut Giroud, bien sûr, avec des discussions. Vous en êtes où avec Thibaut Giroud? Mais Thibaut, il a pris sa décision. Hein. Il s'est engagé à Bayonne. Voilà, bon, il a fait son choix, on s'est expliqué. C'est dommage parce que Thibaut fait du très bon travail. Il y a de l'affect et de la reconnaissance parce qu'il a œuvré pour ce titre. Mais les hommes sont libres. Donc à un moment donné, s'ils sentent moins le truc et qu'ils préfèrent une autre voie, il faut qu'ils la prennent. Je reviens peut-être sur l'Assemblée générale de la Ligue nationale de rugby. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des discussions pour savoir s'il faut abaisser le salary cap. Quelle est votre position? Monter le salary cap, c'est vrai que c'est pas facile à suivre aussi. Oui, c'est vrai. Et ça change beaucoup, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Mais quelle est votre position sur ce salary cap? Ma position, elle est qu'il faut que nous ayons des règlements qui amènent le plus d'équité possible. L'équité sportive, pour moi, est essentielle. Et elle est aussi valable aujourd'hui pour les clubs moins UP que l'UBB. C'est-à-dire que quand on cherche de l'équité, il faut qu'elle soit générale. Et moi, je suis pour ça. Je veux qu'en sport, c'est mon souhait, tout le monde ait sa chance. Et mon rêve absolu, c'est que si on avait tous la même masse salariale et le même budget, ça, ce serait du vrai sport. Parce que là, ce serait ceux qui travaillent le mieux qui gagneraient. Et peut-être que ça ferait tourner les titres, j'en sais rien. Mais on était à 11,3 millions brut de masse salariale avant le Covid. Nous avons baissé pendant le Covid, et j'étais le premier à vouloir baisser fortement, parce qu'on ne savait pas où on allait. On est tombé jusqu'à 10,7. Or, les droits de la Ligue, les droits télé ont augmenté, les stades sont pleins, donc l'économie du rugby se porte bien. Nous avons des clubs qui continuent à être déficitaires, il y en a beaucoup. Mais ceux-là, malheureusement, parce qu'ils ne s'appuient pas sur une économie réelle, vous pouvez baisser le salary cap autant que vous voulez, ils continueront à perdre de l'argent. On a une pression des joueurs internationaux qui disent « Ah, on est contraint par le salary cap ». On a une pression parce qu'on sait
que ça tape de plus en plus et qu'il faut étoffer les effectifs. Donc il y a une logique à dire, oui, il faut réaugmenter le salary cap. Et on va ne faire finalement qu'en 3 ou 4 ans revenir qu'au niveau d'avant Covid. Donc il n'y a pas de révolution de palais. On va revenir comme avant, dans une économie du rugby qui se porte mieux et dans une absolue nécessité de mieux étoffer et protéger nos joueurs. La marche, c'est peut-être les plafonds des crédits internationaux. Voilà, ceux-là, ils vont baisser, si c'est voté, mais ils vont baisser très progressivement, pour laisser le temps à tout le monde de s'organiser et laisser une chance à tout le monde. Très bien, on va suivre tout ça de près. Merci Laurent Marty d'avoir été avec nous Merci sur ce beaucoup. plateau pour avoir fait le point sur cette année 2025. Merci Mathieu Dalzovo également. Et rendez-vous bien sûr sur les réseaux sociaux de TV7 pour essayer de remporter ce maillot, ce livre et ce ballon. Bonne soirée à tous sur TV7.